Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour une nouvelle série. Et oui, vous le saviez peut-être pas, mais dans la vie de tous les jours, je suis enseignant. Et j'ai décidé de vous offrir des vidéos dans lesquelles j'ai essayé de vous enseigner des concepts que je me sens apte à vous enseigner. Dans cette première série de VCR vidéo créative, je me propose donc de vous proposer les bases de la 3D. Éventuellement, on pourra peut-être parler par exemple de la scénarisation, le cinéma, la chaudrée de palourde de mamie VHS, de... quoi? Ben non, pas ça. Voyons donc, qui a mis ça? Enfin bon. Donc, l'idée, c'est simplement que je puisse partager ma passion avec vous sur certains sujets qui m'intéressent particulièrement. Avec cette première série, ce sera donc les bases de la 3D. Rassurez-vous cependant, la série VHS vidéo hors service n'est pas abandonnée. Toujours en hold le temps que je termine le premier épisode parce que, mine de rien, refaire tout le branding d'une série, ça prend beaucoup de temps. Ça fait 4 ans que je suis là-dessus. J'ai pris une pause à cause de mon livre, mais maintenant que c'est virtuellement terminé, on va pouvoir y revenir. Cela dit, donc, comme je vous l'ai dit, la première série de VCR vidéo créative, ce sera Intro 3D, et ceci est le cours 1. Donc, au menu aujourd'hui, histoire de l'infographie. Ce sont des imbéciles. Donc, première question que certains vont se poser, pourquoi on en parle? Simplement pour comprendre le médium avec lequel on travaille, mais aussi comprendre les raisons expliquant certains choix qui ont été faits dans les logiciels qu'on utilise. Mine de rien, ça peut avoir une certaine importance. Si jamais, cependant, l'histoire de la 3D ne vous intéresse, mais absolument pas, je ne vous en voudrais pas si vous alliez directement à la deuxième vidéo de la série. Cela étant dit, si vous voulez m'encourager dans cette nouvelle aventure, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. Et cela étant dit, c'est parti! Ah, oui, aussi très important, si vous voulez participer aux enregistrements, comme vous le voyez juste au-dessus, il y a un chat. Ça veut dire que ces vidéos sont faites en live. Le lien de la chaîne Twitch est en description. Donc, on va commencer avec tout de suite un petit disclaimer. Notez que ce qui suit est un résumé. L'histoire de l'infographie est un sujet très vaste. J'ai moi-même pris un cours universitaire de 45 heures sur ce seul sujet et on pourrait même se rendre jusqu'au doctorat avec ce sujet-là. C'est pas avec cette petite vidéo-là de 25-30 minutes max que je vais pouvoir vous faire l'ensemble je ne vais pas pouvoir vous partager l'ensemble des notions sur ce sujet-là, évidemment. Normalement, quand je suis en classe, je demanderais est-ce que quelqu'un est capable de me donner la définition de l'infographie. Comme je ne me sens pas, comment je dirais ça, très entouré en ce moment, bien que Hey Shooter, qu'on salue, est dans le chat. Eh bien, je vais vous dire tout de suite la problématique. L'infographie peut être décrite comme étant le procédé graphique de traitement de l'image à l'aide d'un ordinateur. Donc, le problème étant que, OK, tout le monde va s'entendre pour dire que ceci est un ordinateur. Probablement que la plupart vont même dire que ceci est un ordinateur. Cela dit, peut-être que certains vont commencer à se demander c'est quoi ce mastodonte-là. Effectivement, cet ordinateur-là pouvait traiter des images, mais c'était un peu chambranlant. Ceci, est-ce que c'est un ordinateur? Oui, on peut toujours taper un écran, on peut voir ça comme un ordinateur. Ça se tient. Ceci, avec un lecteur cassette. Comment ça fait pour avoir un lecteur cassette? Vous êtes curieux de le savoir, c'est parce que à l'époque, on n'enregistrait pas, non pas sur des disquettes, mais sur des bandes magnétiques de magnétophone. Et c'est à ça que ça servait. C'était pas chouette. Et ceci, oui, c'était un ordinateur. C'est assez bizarre, mais non, c'est pas un Commodore 64, c'est un Atari 8800 qui est un ordinateur, si je me rappelle bien, qui était vendu en kit. Oui, donc on pouvait rentrer les données à partir de ces boutons-là en utilisant seulement un octet à la fois. Et on avait les réponses qui s'affichaient également en binaire. Oui, ça fait un peu peur comme ça. Donc, pas de besoin de la vidéo. Si vous voulez voir les vidéos que j'utilise, je mettrai les liens en description d'ailleurs. Sinon, est-ce que ceci est un ordinateur? Donc, ça évidemment, c'est une pub. Je n'ai pas payé YouTube Premium, malheureusement.
Donc, s'il peut juste passer, ce sera pas long. Voilà. Donc, ceci, est-ce qu'on peut considérer que c'est un ordinateur? Si vous ne le savez pas, c'est un jouet qui est basé sur la Turing Machine qui, théoriquement, permet également de faire des calculs simples. Donc, techniquement, oui, c'est une machine à calculer automatiquement. Est-ce que ça compte comme un ordinateur ou ça compte pas comme un ordinateur? Ça commence à devenir flou, vous trouvez pas? Mais attendez, ça va encore plus loin. Parce que, d'accord, le concept d'ordinateur est flou, mais est-ce qu'on est quand même capable de trouver d'où vient la première image générée par ordinateur? Encore là, ça devient flou. Par exemple, dans les dates suivantes, est-ce que vous seriez à l'aise en commentaire de me dire, selon vous, en quelle année a été créée la première image avec quelque chose qui peut s'apparenter à un ordinateur? Est-ce que c'était en 1701, 1801, 1850, 1901, 1950, 1970, 1980, 1990 ou 2001? Bon, si vous dites 2001 ou 1990, je serais un peu déçu de vous, pour être honnête. Mais toujours est-il que la réponse, c'est que c'est en 1801. Enfin, en quelque sorte. Je vous explique. Théoriquement, il y a un objet qui s'appelle le métier de Jacquard. Bon, je vais pas passer toute la vidéo, je vais surtout vous montrer le truc. Voici le métier de Jacquard qui fonctionne à l'aide de cartes perforées. Et techniquement, ça en fait un proto-ordinateur. Par conséquent, l'image qui en sort, donc on s'entend c'est un motif fait à partir du tissu, pourrait, dans un certain sens, être considéré comme étant la première image générée par un ordinateur. C'est pas exactement de ce à quoi on s'attend, n'est-ce pas? Est-ce que vous imaginez jouer à Super Mario Bros là-dessus? Ça risque d'être un petit peu lent. Quand on sait que pour avoir un frame, ça prend une journée à peu près. Enfin bon, ça devient un petit peu trop long pour être réellement un ordinateur. Cela dit, tout ça pour dire que l'apparition de l'imagerie faite par ordinateur s'est faite de façon excessivement progressive et pointer un moment spécifique de son apparition devient virtuellement impossible. Virtuellement, la pognez-vous, ordinateur est bonne. Cela étant dit, si on revient aux premiers ordinateurs, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'écran. Certains avaient des cartes perforées ou des diodes lumineuses, mais c'est pas mal tout. En fait, les écrans sont apparus sous la forme d'oscilloscopes, c'est-à-dire des écrans vectoriels. Il n'y avait pas vraiment de pixels, c'était littéralement un espèce de rayon de particules qui venait exciter certaines parties de l'écran et les rendre lumineuses. Et c'est ainsi qu'on arrive à la première image infographique de l'ère moderne avec Tennis for Two, qui est également le premier jeu vidéo et l'une des premières images par ordinateur, parce que, bon, longue histoire courte, s'ils ont réussi à faire ça, c'est sûrement pas la première chose qu'ils ont fabriqué avec leur ordinateur. Donc, techniquement, il y avait d'autres choses qui étaient affichées là-dessus, mais l'idée reste un peu la même chose. Donc, en gros, on peut peut-être juste voir un petit extrait de Tennis for Two. Donc oui, on pourrait dire que c'est l'ancêtre de Pong, mais non, Pong est quand même arrivé dans les années 70, si je me rappelle bien. Donc voici à quoi ça ressemblait et la simulation d'une balle qui rebondit est quand même assez intéressante dans un sens, mais c'est pas non plus le truc le plus génial qui existe de ce côté-là. Notez quand même que ça a été fait sur un ordinateur Donner Model 30. Pour les plus intéressés parmi vous. Ça a été fait par William Higginbotham au Brookhaven National Laboratory. Et si vous êtes curieux de voir le setup, voici à quoi ça ressemblait. C'est joli. Sinon, on saute quelques années, on arrive en 1962 avec Space War, créé par Steve Russell au Massachusetts Institute of Technology, qui est également un exercice de diction sur un ordinateur PDP-1. La particularité de cela, du moins si je me rappelle bien de mes cours d'histoire de l'infographie, c'est que c'est le premier jeu vidéo commercial de ce qu'on m'avait dit. Oui, commercial dans le sens qu'il a été vendu à plus qu'un endroit. Dans le sens que l'ordinateur lui-même était quand même relativement cher. On ne peut pas dire qu'il valait son pesant de cacahuètes. Et cela faisait que
on se retrouvait à l'avoir surtout dans les universités. Et une université avait produit ce jeu-là et il y a une autre université qui voulait en avoir une copie. Donc, techniquement, il a été produit à plus d'un exemplaire. Voilà. Donc, cela étant dit, vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemblait. Voici une pub. Ouais, je le sais, les pubs, c'est insupportable sur YouTube. On va la skipper tout de suite. Donc, là, en ce moment, il est en train de lire le jeu, donc le mettre en mémoire sur des cartes perforées. Oui, des cartes perforées encore. Et là, à l'époque, c'était de se demander, est-ce qu'il va avoir été capable de le lire ou est-ce qu'il va avoir planté à quelque part? La pognez-vous, planté, carte perforée, tout, planté, bonne. Donc, cela étant dit, là, il semble avoir réussi et effectivement, le jeu est lancé. Je rappelle que les liens des vidéos vont être dans la description sur YouTube, donc rassurez-vous de ce côté-là. Vous pourrez voir l'intégralité de ces 22 minutes de pur plaisir si vous êtes curieux. Donc, on va juste skipper à l'endroit où est-ce qu'on voit réellement le jeu. Et voilà. Et vous pouvez voir le résultat que c'est. Et gardez en tête que ça, c'est 1962 quand même. Et regardez les graphiques. C'est quand même pas mauvais. Bon, je le sais qu'il y en a qui vont se dire c'est cool les traînées lumineuses qui restent derrière, mais cependant, je veux pas vous décevoir. Ça, c'était quand même un artefact de l'écran. Donc, techniquement, c'est juste que l'écran restait lumineux après avoir été frappé trop longtemps par un beam d'électrons. Donc, quand on avait quelque chose qui était moindrement gros ou lumineux, il laissait une traînée lumineuse. C'était purement accidentel, mais visuellement, je dirais que ça avait quand même de la gueule. Donc, on va juste sauter, s'il me laisse faire. Ah, PowerPoint. Toujours aussi pratique. Voilà. Sinon, question quiz pour Ace Shooter ou ceux qui regardent en redif. Vous pouvez laisser votre réponse en commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1963? Oui, peut-être ça, je sais pas la date exacte. Cela dit, Jean Lesage dépose le projet de loi 60 devant créer un ministère de l'Éducation. Mais ça, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec la matière. En fait, il s'agit des premiers graphiques 3D générés par ordinateur. Ça a été fait par Ivan Sutherland pour sa thèse au MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Et ceux qui connaissent moindrement la 3D, vous allez reconnaître certaines choses, entre autres, si on peut arriver un petit peu plus loin. Je vais la voir. Voilà, les 4 vues avec la vue de 3D, la vue de top, la vue de face et la vue de côté. Donc, on a la première interface 3D au monde qui se contrôlait avec un ray gun, pour ceux qui connaissent. C'est le même principe qu'un zapper, en gros. Donc, et c'est ainsi qu'est née la 3D. Arrive maintenant en 1963, donc quelques mois plus tard, si je me rappelle bien, Simulation of a Zero Gravity Gradient Attitude, je crois que c'est Altitude, j'ai fait une faute de frappe, je m'excuse, Control System 1963, créé par Edward Jazak pour le Bell Laboratory. La poésie de cette œuvre est particulièrement, non je déconne, en fait c'est juste une boîte qui flotte autour d'une sphère à côté d'une horloge. Ouais, en fait, la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est aussi la première fois qu'on a utilisé ce qu'on appelait le Hidden Line Removal. Parce que si on regarde, techniquement, on voyait à travers notre cube ici, donc on voyait le fil de fer, mais on voyait également ici l'arrière du cube. Si vous regardez ici, c'est un petit peu dur à voir, mais on le voyait. Et si on remonte juste ici, on voit que maintenant, on ne voit plus ces lignes-là. Donc, on cache les lignes qui sont derrière l'objet. Donc, ça a l'air de rien, mais ça avait l'avantage de rendre instantanément les modèles 3D plus facilement visibles. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est excessivement poétique, mais enfin bon, c'est pas très palpitant. Disons-le comme ça.
En 1972, arrive la première animation polygonale créée par Ed Catmull et Fred Park à l'Université de l'Utah. Et ça, c'était quelque chose. Vous allez voir, c'est pas du tout creepy. Pendant qu'on regarde ça, j'en profite pour préciser un petit détail relativement important. Vous allez voir que les images sont relativement laides et vous pouvez être en droit de vous demander pourquoi les images sont aussi laides que ça. C'est pas un problème d'archivage, c'est vraiment le problème que malheureusement à l'époque le seul moyen d'enregistrer des images sorties d'un ordinateur, oh le beau morph ici, donc le seul moyen d'extraire des images d'un ordinateur c'était de filmer l'écran. Ouais. Donc ça, techniquement, c'est un écran qui a été filmé. Ah, Superman avant Superman, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent l'intro de Superman 78. Oh, la belle et jolie main. Donc, l'apparition du polygone, entre guillemets, dans la 3D. Ça date donc de cette époque-là. Évidemment, je vous épargne le son. Et pour le faire, ils ont littéralement pris un modèle de main sur laquelle ils ont dessiné à la main chacun des polygones. Si vous connaissez la 3D, vous vous rendez compte à quel point les polygones sont mal foutus là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est horrible. Cela dit, ce n'est pas la seule chose qui a été faite là-dedans. Il y a aussi ceci qui a été fait. Non, pas ceci, attendez. Juste un petit peu plus loin. Une valve cardiaque. Mais il y a mieux. Il y a ceci. Ouh, le premier visage en animation 3D. Encore une fois, si vous connaissez la 3D, vous voyez que la topo laisse vraiment à désirer. Et si vous trouvez que ça a l'air creepy, petit fait intéressant, c'était basé, si je me rappelle bien, sur la femme d'Ed Catmull. L'histoire ne dit cependant pas si elle a été flattée ou insultée par ça. Enfin bon. Donc, trêve de polygon, on va dire comme ça. Et on va arriver à 1978 avec le Complete Angler. Il s'agit de la première animation à utiliser du ray tracing, entre autres pour calculer la réfraction dans la sphère de verre et les reflets qu'on voit également sur le verre, mais également sur ce truc-là. Donc, on le regarde rapidement, vous allez voir que c'est encore une fois quelque chose d'excessivement poétique. Non, en fait, c'est juste un démo technique créé par Turner Whitted au Bell Laboratory. Ouh, que c'est joli! Ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce film-là. La pognez-vous, tour. En tout cas. Ok, sur ce jeu, 2 mots de qualité discutable, on arrive maintenant à l'utilisation de la 3D au cinéma, parce que oui, c'est quelque chose qui commence maintenant à arriver. En 1978, on a donc la plus longue séance d'animation 3D utilisée jusqu'alors par les studios Disney, avec le film Black Hole, que je ne vais pas faire jouer parce que je crains de la démonétisation ou le ban de ma chaîne, mais vous pouvez le voir, il est sur Disney+, et ce qu'il y a de très drôle sur ce film-là, soyez pas surpris, vous allez avoir l'impression que votre player déconne. Parce que vous avez un écran noir pendant de longues minutes avec un orchestre qui joue. En gros, c'était littéralement un pre-show qu'il avait fait. Et ensuite, on arrive avec cette espèce de truc-là. Donc, je vais pas mettre le son, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble pendant quelques secondes. Donc, vous allez voir et notez que ça dure quand même 1 minute 31 de ceci. C'est un grid. Un grid à verre. Wouh! La grosse affaire. Et on a une... Là, je le mets pas encore pour éviter le strike, mais c'est une musique orchestrale qui est très répétitive. Et si je me trompe pas, il y avait du theremin dedans. Wow! C'est merveilleux. Bon, on n'ira pas jusqu'au bout, mais juste pour vous montrer le clou du spectacle, on finit par tomber dans un entonnoir qui est la première représentation au cinéma d'un trou noir. Ouais, on est loin d'Interstellar. Enfin bon. Et, fun fact,
Ce film-là était une réponse de Disney à... Ah, merde, celle-là, je l'avais pas. Je pensais qu'elle fonctionnait. Enfin bon, j'y reviendrai dans un instant. Mais c'était une réponse à Disney à Star Wars de George Lucas. Il voulait essayer de comment dire, profiter de la vague du Space Opera, on va le dire comme ça. Donc, je vais juste aller chercher sur YouTube la vidéo que j'ai de besoin pour ça. Ce sera pas long. C'était... Effect, merci. Donc, le voilà. Encore une fois, je ne mets pas le son, vous comprendrez pourquoi. Et là, j'essaie de trouver l'endroit exact et ça sera assez difficile. Donc, ça s'en vient, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas là-dessus. On l'a déjà passé, ou peut-être... Peut-être que c'était au début. C'est dur à dire. Parce qu'il y a... Ah, voilà. Je crois que c'était là-dessus. Je pense... Ah non, même pas. Mais bon, il y a un moment que j'arrive pas à retrouver dans cette vidéo-là où est-ce qu'on a la première utilisation du motion blur. Et ça a été fait par le Graphic Group, qui était un sous-département de LucasArts. Et fun fact, tout le monde que vous regardez la vidéo en live, vous êtes maintenant deux, merci, ou en rediff, tout le monde connaît cette compagnie-là. Vous le connaissez juste sous un autre nom. Il s'agit de Pixar. Oui, c'était l'entité, on va dire, qui allait devenir Pixar, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a eu en 1982 ce qu'on appelle l'incident Tron. Ouais, parce que ce film-là, il était tellement mauvais qu'ils ont juste rajouté un « et » devant. La pognez-vous. Et Tron. Donc, cela étant dit, en 1982, Walt Disney Productions produit Tron, le film comportant le plus d'animation 3D jusqu'alors, et c'est un flop monumental. Mais vraiment, vous n'avez même pas idée. Premièrement, il est livré en retard. Deuxièmement, il dépasse son coût. Et troisièmement, il n'est pas rentré dans son argent avec la seule sortie en cinéma. Bref, déficitaire, en retard, et en plus, overpriced. La, comment dire, grande société hollywoodienne en tire la seule conclusion possible. La 3D, c'est caca. Ouais. En fait, celle-là, je vais le remettre avec le son tien. La 3D, c'est caca. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, dans les faits, malheureusement, les producteurs américains sont pas nécessairement tous très brillants, mais malheureusement, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui avait causé le problème de Tron. C'était pas la qualité visuelle de la 3D, non, c'était plus le scénario. Enfin bref, et d'ailleurs, c'était pas ça qui a causé l'augmentation des coûts, parce que, en gros, je vous résume la situation. Tout ce qui se passe dans Tron, tout ce qui se passe dans l'ordinateur dans Tron, les gens portaient un espèce de juste corps ajusté avec des lignes qui étaient peintes, si je me rappelle bien, en noir dessus. Et ils payaient quelqu'un pour aller repeinter par-dessus pour les rendre blancs et brillants. Donc vraiment donner un look très computer, entre guillemets. Le problème, c'est que ils ont fait quelques petites bêtises. Pour sortir ça, ils devaient les imprimer sur des celluloïdes. Et plutôt que de le faire aux États-Unis, parce que ça aurait coûté très cher, ils l'ont fait faire en Asie. Donc, ils ont imprimé tous les photogrammes du film sur celluloïdes et ils l'ont envoyé par paquebot en Asie.
Arrivé là-bas, le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas mis d'intercalaire entre les différents celluloïdes. Ça fait que ça a pogné en pain. Donc, il se retrouve avec un gros bloc de celluloïdes inutilisable. Et il a fallu le renvoyer une deuxième fois, ce qui a causé du délai, du coût supplémentaire, et enfin bref. C'est ça qui a causé le délai et une partie du surcoût de la production. Enfin bon. Et en effet, on pourrait dire que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe avec Mondo, mais ça, c'est une autre question. Petit détour en jeu vidéo avec Battlezone, qui est le premier jeu 3D créé par Ed Rottenberg et produit par Atari. Et celui-là, je vais le mettre avec du son, exceptionnellement. Ça, c'est une pub. Mama, I will protect you. Donc, écoutez le doux son. Le doux son de l'Atari. Je vous l'impose pas plus longtemps. Voici le premier jeu 3D. Je pense que tout le monde l'a déjà vu sous une itération ou une autre. Moi, je le voyais beaucoup sur Mac, qui était un gratuitiel qui était fourni avec certains modèles d'ordinateurs Apple. Donc, voilà. Il n'y avait même pas de Hidden Line Removal. Faut rappeler que l'Atari était loin d'être une machine de guerre en termes de puissance. Oui, exactement. C'est l'ouverture de 1812. L'ouverture 1812 de Tchaikovsky, ou qu'importe. Ah, euh, celui-là, juste une petite seconde. Donc, celui-là, c'est un petit truc qui a été fait par les studios Disney en 1983, malgré l'échec de Tron. Mais probablement que l'échec de Tron a contribué au remisage de ce projet. C'était les premiers décors 3D avec des personnages 2D. C'était produit par Disney, mais le projet a été abandonné. C'était un test footage, si vous voulez. Et c'est basé sur ce qui était censé devenir l'adaptation animée de Where the Wild Things Are. Donc, Max et les Maximonstres en français, je me rappelle bien. Et contrairement à ce que certains disent sur Internet, je sais pas comment c'est possible qu'il y en a qui disent ça, mais non, ce n'est pas Brave Little Toaster. Il y en a qui disent ça sur Internet, je sais pas pourquoi. Je vais juste le dire. C'est littéralement Where the Wild Things Are. Donc, croyez pas n'importe quoi. Donc, 1985, premier personnage 3D dans un film, et il a aussi été retiré. Pourtant, j'avais tout vérifié les vidéos tantôt. Il me semblait marcher, mais bon, c'est pas grave. En fait, je pense que c'est surtout qu'il l'a pas lu, puis enfin bref, c'est pas grave. Euh, voilà. On va regarder un court extrait. Toujours sans son, vous comprendrez pourquoi. Donc, voilà le personnage en question. On n'a pas besoin d'en voir plus que ça. Donc, c'était techniquement le premier personnage 3D fait au cinéma. C'était pour Amblin Entertainment par ILM et c'était aussi coproduit par Paramount. ILM étant la compagnie de George Lucas, Industrial Light and Magic. C'était réalisé par Barry Levinson, pour ceux qui seraient curieux. 1985, on arrive avec un court-métrage d'animation montréalais qui est excessivement important dans l'histoire de l'infographie, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, qui a été créé dans le cadre de son doctorat. Et pour réaliser ce film-là, le créateur, Daniel Langlois, qui est malheureusement décédé l'année dernière, il a été assassiné, je crois, au Mexique, si je me rappelle vraiment. Une sorte d'histoire, c'est très très triste, mais bon. Donc, il a littéralement créé un logiciel pour faire ce film-là qui s'appelait Softimage. J'en reparle dans un instant. Pour l'instant, je vous laisse apprécier Tony de Pelletry.
va pas le regarder au complet, je vais juste laisser l'introduction quelques instants. Et on va ensuite passer à la partie un peu plus éclatée du film. Où est-ce que le gars devient fou, en fait? Ah oui, on pourrait dire que ça ressemble un peu à ça. Je dirais que ça reste pas comme ça tout le long. Oh, it's played by itself. But it's like a wave. Si jamais vous êtes pianiste et que vous commencez à voir ça, posez-vous des questions. Le logiciel pour son doctorat en 1985 allait devenir avec le temps le logiciel qui s'appelle Softimage. Pendant très longtemps, pour faire de la 3D, il fallait créer d'ailleurs son propre logiciel. Il n'y avait pas de logiciel commercial pour ça. Et Softimage, ou du moins une forme préliminaire, on pourrait dire, a été un des premiers, sinon même le premier, selon certaines sources, à être un logiciel 3D commercial qu'on pouvait acheter. Pourquoi, selon certaines sources? Ben, techniquement, le prototype de 3ds Max est sorti en 1988, mais sa version commerciale, elle, est sortie en 1990. Softimage, lui, il est sorti commercialement en 1989, donc entre les deux. D'où pourquoi ça peut être un petit peu confus comme affirmation. Enfin bon. Bref, c'était assez compliqué. Et effectivement, les shooters, tu pointes un détail intéressant. Pendant très longtemps, les compagnies de jeux vidéo devaient coder elles-mêmes leur propre moteur avant qu'il y ait des moteurs commerciaux qui soient vendus, comme Unreal, Unity ou Godot, par exemple. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été apporté un petit peu de la même façon avec les logiciels 3D à cette époque-là. Softimage est donc une pierre angulaire de la 3D. Il a été créé à Montréal par Daniel Langlois et, comme je le disais, ça a été un des premiers logiciels 3D, mais aussi ça a été le premier logiciel à créer des effets photoréalistes pour le cinéma. Nous y reviendrons. Si vous êtes curieux de voir l'interface, voici à quoi ça ressemblait. Ouh, de la vieille 3D. Encore une fois, quelque chose qui a été disparu de YouTube. On va aller chercher ça, ce sera pas long. Faut vraiment que j'arrête de me baser juste sur l'aperçu pour savoir. Enfin bon, qu'importe. Voilà, Clock Scene. Je crois qu'on devrait l'avoir là-dedans. Voilà. Donc, ici, les rouages en arrière-plan ont été faits en 3D. En quoi ça marque un tournant important? Eh bien, c'est la première utilisation de la 3D. Enfin, à ma connaissance, c'est la première utilisation de des corps 3D pour des personnages 2D dans un film d'animation qui est réellement sorti. Donc, ça peut avoir un certain intérêt. Chose qui a été refaite par la suite, toujours par des studios Disney, pour The Rescuers Down Under. Ça, c'est une film. Encore. Fac, je m'appelle Emma, j'ai 13 ans et je suis dyslexique, mes pauses de son, c'est dysorthographique. génial. On va juste couper le son ici. On va juste passer à la partie intéressante. On en voit un petit peu ici. Mais regardez bien ce qu'ils vont faire. Ce sera pas long. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Et voilà. La belle scène 3D rudimentaire. Avec des cubes. Et d'autres cubes avec des fausses lumières dessus. Donc, encore une fois, ça peut avoir l'air un peu rudimentaire, mais c'était quand même un changement de direction assez draconien par rapport à ce qui s'était passé avant avec la non-utilisation de la 3D pendant presque toutes les années 80. Faut quand même préciser que
théoriquement, c'est plus difficile pour le cinéma qui utilise de la pellicule d'utiliser de la 3D parce qu'il faut littéralement le sortir d'un signal analogique avec un même. C'est compliqué, mais pour la télévision, c'est plus facile. Détail. Il y a cependant une scène qui a sauvé la 3D au cinéma. C'est un succès commercial inattendu pour Disney. Longue histoire courte. À l'époque, Michael Eisner, honte à lui, croyait que l'avenir de Disney, c'était de lâcher le cinéma et de faire seulement de la télévision à rabais. Ouais. Il arrive à la tête d'une des plus grosses compagnies de cinéma, d'animation ever, puis il dit ouais, on va lâcher le cinéma. Un gars vraiment brillant. Mais pendant qu'il se concentrait à foutre la merde dans le département d'animation télévisuelle avec des trucs tels que les Gummy Bears, ouais, il a fait une série sur les Gummy Bears et des chiens de l'espace. Enfin bon. Il a aussi forcé la création de la bande à Picsou, mais comme quoi une horloge brisée peut quand même donner la bonne heure 2 fois par jour. Toujours est-il que, pendant qu'il s'acharnait sur le côté télévisuel de Disney, il a quand même réussi à... comment je dirais ça? En fait, pendant qu'il s'acharnait sur le côté télévisuel de Disney, il a foutu la paix à l'équipe cinématographique, ce qui leur a laissé la liberté nécessaire pour faire le film suivant, La Belle et la Bête. Et ce qui a sauvé la 3D au cinéma, c'est l'utilisation de la 3D pour faire la salle de bal qu'on voit en arrière-plan dans cette séquence-là. Et comme ça a eu un très gros succès, les producteurs américains en ont déduit que la 3D c'est super bon, c'est ça qui a fait le succès de La Belle et la Bête. Brillant. Mais ça a été créé sur ces ordinateurs-là. Et oui, Pixar, le retour. Parce que, je vais y revenir tantôt, mais en gros, à la base, Pixar ne faisait pas des films d'animation. Il faisait des ordinateurs. J'en parle dans un instant. Toujours est-il que Jurassic Park arrive en 1993 avec un nouveau milestone important. Les premiers personnages, des animaux, dans ce cas-ci, photoréalistes avec les fameux dinosaures du film Parc Jurassique. Et les effets sont réalisés sous Softimage. Juste sauter ça. La preuve, petit extrait de Movie Magic, si vous connaissez. Si on saute quelques secondes, ça va s'en venir. Ce sera pas long. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Softimage! Hey! Donc, il y a un peu de Montréal dans la 3D de Jurassic Park. Reboot 1994, première série d'animation produite par la compagnie Mainframe, qui est maintenant Rainmaker. Puis non, on rechange à Mainframe, qui est une compagnie canadienne. Donc c'est la première narration entièrement faite en 3D. C'est quand même pas rien. Donc on va pas regarder, on n'en a pas de besoin. Toy Story, je vais pas le présenter, je pense que tout le monde connaît Toy Story et de toute façon la vidéo ne fonctionne plus. On arrive en 1997 avec Spawn. Ah, attendez, je viens juste de voir un truc. Je pense qu'il me manque un serre. Enfin bon, c'est pas grave, je reviendrai tantôt au pire. Donc, en 1997 arrive le film Spawn. Bien que le film ait reçu un accueil plutôt froid, ce film a réussi 2 exploits techniques. Premièrement, première simulation de tissu réaliste avec la cape de Spawn. Et deuxièmement, le premier feu réaliste. La pognez-vous, froid, feu, est bonne. Donc, cela étant dit, il y a aussi le film Titanic en 1997 qui a réussi, qui a peut-être pas laissé tout le monde de glace, mais qui a réussi à faire la première simulation d'eau réaliste au cinéma. Bon, réaliste pour l'époque, hein, on s'entend. Ça a quand même un peu vieilli, malheureusement. La démocratisation des jeux vidéo.
Comme on l'a vu, comme le premier jeu vidéo 3D date de 1980 avec Warzone, ce serait un petit peu difficile de pointer un endroit précis pour l'apparition des premiers jeux 3D. Notons quand même quelques dates relativement importantes avec le 21 novembre 1990, l'arrivée de la Super Nintendo qui avait le mode 7 qui permettait de faire de la simili 3D avec un effet de perspective qui nous a donné des jeux tels que Mario Kart, mais par la suite aussi des jeux avec de la vraie 3D avec une puce ajoutée aux cartouches avec par exemple Star Fox qui était quand même, je crois que c'était la puce Super FX qui était utilisée là-dedans. Le 15 novembre 1993, Sega lance, métaphoriquement, il la lance pas pour vrai, la Sega Jaguar, capable d'afficher de la 3D polygonale. Cette console est peut-être malheureusement sortie un petit peu tôt pour son propre bien parce que les codes de la 3D n'étaient pas clairement établis et l'aspect rudimentaire des jeux 3D, je vous laisse en juger avec ça. Techniquement, c'est un jeu qui s'appelle Highlander, le jeu, basé sur la série animée. Si jamais vous ne connaissez pas Highlander, c'est l'histoire d'un immortel qui devait se battre contre d'autres immortels pour leur trancher la tête. Quelque chose qui n'était pas tout à fait family-friendly. Par conséquent, ils ont remplacé le tranchage de tête par une poignée de main secrète à coups d'épée. Ouais, c'est bizarre. Donc, ils ont fait un dessin animé avec quelque chose qui n'était pas adapté aux enfants et ils ont décidé d'en faire un jeu, ça donnait ça. Et comme vous pouvez le voir, la 3D est moche, le gameplay est mou et bref, techniquement, le problème de la Jaguar, c'était pas sa puissance, c'était pas nécessairement la volonté, c'est juste que il était arrivé trop tôt avec des jeux 3D alors qu'il n'y avait pas encore de code propre aux jeux 3D. Et comme il n'y avait pas beaucoup de développeurs pour se pencher là-dessus, ils se sont plantés un petit peu. On arrive au fameux conflit Nintendo versus Sony. En gros, Nintendo voulait sortir un add-on qui permettait de jouer des CD sur la Super Nintendo. Ils sont associés avec Sony, mais dans leur dos, Sony ont ajusté le contrat pour faire en sorte qu'ils soient les seuls à empocher de l'argent. Et ils ont décidé de faire ça dans le dos de Nintendo. Nintendo n'ont pas aimé ça. Ils ont décidé de se tourner vers la première compagnie qu'ils ont trouvée, Philips, et ils ont décidé de sortir la Philips CDI, pour se venger de Sony. Ce qui a donné certaines aberrations. Mais toujours est-il qu'on dit souvent sur Internet que c'est Nintendo qui a poignardé Sony dans le dos. C'est pas exactement vrai. La vérité est un peu à nuancer, disons juste que c'était une mutuelle trahison. Mais je suis sûr que c'est Sony qui a commencé. Ouais, je suis pas du tout fan de Nintendo. Hein? Enfin bon, plus sérieusement. Le 3 décembre 1994 sort donc la PlayStation, qui est la première console à supporter la 3D et à avoir un véritable succès. Je dis à supporter la 3D parce que techniquement, oui, elle affichait des graphismes en 3D, mais elle les vomissait plus qu'elle les affichait. Je vous explique. Il manquait deux éléments primordiaux dans la PlayStation. Techniquement 3, mais j'en reparle dans une seconde. Premièrement, il n'y avait pas de Z-Buffer. Longue histoire courte, c'est que ça permettait pas de bien calculer la profondeur de l'affichage des polygones. Donc, des fois, il y avait des polygones qui se chevauchaient un petit peu trop facilement. Et deuxièmement, l'approximation des vertex dans l'espace 3D manquait de précision. Ça, si vous êtes vraiment curieux, il n'y avait pas de processeur à virgule flottante. Ouais, je le sais, ça vous dit absolument rien. Disons juste que le fait qu'on arrondissait très rapidement la valeur de la position des vertex dans l'espace 3D faisait en sorte que les polygones donnaient l'impression de sauter d'une position à l'autre par moment. Le troisième problème, c'était l'affichage des textures qui avait quelques incohérences, on va le dire comme ça. Ceux qui connaissent les graphismes de la PlayStation les reconnaîtront à coup sûr. Cela dit, c'est quand même un succès commercial parce que justement, il y avait plus de développeurs qui étaient habitués à faire de la 3D et les codes commençaient à se mettre en place. Nintendo tente sa chance de son côté en 1996 avec la sortie de la N64. Bien qu'elle règle les problèmes de
la PlayStation, il y avait un gros problème de manque d'espace de stockage sur le support cartouche. Ce qui a fait que les textures ont en gros la résolution d'un Minitel. Ce qui est pas top, on va le dire comme ça. Fun fact, plusieurs jeux de la Nintendo 64 ont un peu de Montréal en eux. En effet, le choix de logiciel de choix pour Nintendo, c'était Softimage. Paix à son âme, il a été tué en 2015, malheureusement, par Autodesk, qui l'a racheté pour le saboter. Enfin bon. C'est ce qui termine la partie histoire de l'infographie. C'était un petit peu drabe, je m'en excuse. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour vraiment commencer la 3D. D'ici là, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. C'était VHS et je vous dis ben non, c'est pas la semaine prochaine, je vous le mets immédiatement. En fait, celui-là, j'en sors 2 d'un coup. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode.